Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec nos esprits libres du jour, Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion. Bienvenue à vous. Bonjour. En ce jour particulier de notre vie Nicolas. politique dont vous êtes de fins observateurs. On parlait d'intelligence artificielle à l'instant avec Hervé Gattegno. Nous n'avons pas résisté à Radio Classique, et moi en particulier parce que j'adore ça, à demander à ChatGPT un alexandrin sur le départ de François Bayrou et l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. Sur fond de crise budgétaire et de manifestations bloquons tout. Je vous donne la primeur de la réponse de ChatGPT en à peine 3 secondes. Voilà le sonnet en alexandrin approximatif qu'il a écrit donc en 3 secondes. Au seuil de Matignon, Bayrou rendit les clés. Sous l'orage des rues où grondent les colères, la dette, lourd fardeau, plombe déjà les airs. Et Paris se hérisse en drapeau déployé. La foule en noir torrent réclame d'autres lois. Les poings levés, les champs bousculent la poussière, le palais résonnant tremble de cette pierre que lance au pouvoir des milliers de sans-voix. Alors surgit Lecornu, figure juvénile, chargé d'un lourd fardeau qu'il n'a pas façonné, mais dont l'ombre s'étend sur son pas malhabile. Sous l'étendard bloquons tout, la nation fascinée observe ce passage au sommet des asiles. Un règne s'achève, un autre est condamné. C'est incroyable quand même. Et je témoigne que c'est en moins de 3 secondes. Oui, Nicolas Bétou. C'est difficile de défier. Dans ce cas-là précis, c'est vrai que ça plonge dans une grande perplexité. Je trouve ChatGPT quand même un peu manipulé ou un peu fasciné par les mouvements de rue dont on ne connaît pas encore l'ampleur. Et je trouve ChatGPT un peu trotskiste sur les bords sur ce coup-là. Bon, mais comment ça fonctionne? Parce que c'est aussi une forme de synthèse d'un certain nombre d'articles très brillamment faits et très rapidement fait, mais c'est un peu le temps. Sûrement, mais j'ai noté que le ChatGPT considère que Sébastien Lecornu est chargé d'un lourd fardeau qu'il n'a pas façonné, et c'est peut-être là tout son problème. On en parlera tout à l'heure. On va en parler tout de suite même. Je voudrais savoir si vous êtes surpris, vous, observateur fin de la vie politique française, par le choix d'Emmanuel Macron. Surpris. Personnellement, non. Pas surpris, c'est toujours une surprise quand Poulidor gagne, mais c'est vrai qu'il faisait partie régulièrement des favoris, et il était lors du précédent remaniement, il était celui que le président avait choisi avant de se faire rapter et remplacer par François Bayrou. C'est le choix de la proximité, c'est le choix de l'ombre de lui-même, au sens où il est un décalque d'Emmanuel Macron. Ce sera sa force, être près du président, et c'est déjà sa faiblesse. C'est aussi Routel Krief, quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, et donc quand on va frapper Lecornu, quand l'opposition va essayer de le blesser ou de l'atteindre, elle atteindra directement Emmanuel Macron. Alors il y a 2 facettes. Il y a la première facette, c'est pourquoi ce choix-là, alors qu'effectivement le principal reproche, ça va être c'est votre clone, c'est votre ombre. Je pense que Emmanuel Macron se dit critiquer pour critiquer, entre guillemets complètement dénoncé par toutes les oppositions, autant que je me défende avec mes armes, et je considère que Sébastien Lecornu est celui qui peut le mieux se battre selon mes conceptions et selon mes idées. Mais je suis assez d'accord avec Saïd Maran qui fait un très bon papier ce matin dans Le Point et qui dit il n'est pas si macroniste, Sébastien Lecornu. Il est assez différent, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que le président l'aime bien. Il est arrivé dans les bagages, si j'ose dire, d'Édouard Philippe. Mais parce qu'il a un parcours politique qui est tout sauf celui d'Emmanuel Macron, qui n'a aucune assise territoriale et aucun parcours d'élu. Il a une manière d'être qui est beaucoup moins flamboyante a priori, mais beaucoup plus ronde et moins macroniste. En fait, il écoute tout le monde, il parle avec tout le monde, il n'a pas l'air arrogant, il n'a pas l'air d'être sûr de lui. Un Gérard Larcher junior. Non, alors voilà, c'est un jeune sénateur, n'oubliez pas. Et c'est aussi cette expérience-là qu'Emmanuel Macron est allé chercher. Alors, on pouvait dire ça de François Bayrou, il avait cette partie-là aussi. Finalement, ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus dur. Mais il y a cette différence aussi. Il y a la proximité, mais il y a la différence. Nicolas Bétou n'est pas complètement de cet avis. Pas complètement, parce que je mesure l'énorme inconnu qu'il y a autour de Sébastien Lecornu. C'est très frappant d'ailleurs de lire tous les portraits, de regarder le bilan de son action. Il est, comme le disait Le Monde et comme le rappelait Hervé Gattegno, le seul ministre à être en permanence dans les gouvernements depuis 2017. C'est frappant.
Mais quelle est sa trace? Il a géré très bien des budgets en hausse constante, ceux de l'armée. Honnêtement, il y a beaucoup de ministres qui adoreraient faire ça dans leur vie, d'avoir de l'argent en permanence et pouvoir répondre aux besoins de ces administrations. Mais est-ce qu'on est capable de dire ça, c'est la réforme Lecornu, ça, c'est ce qu'il a apporté, ça, il a été un très bon ministre des armées, mais on ne peut pas dire qu'il a fait bouger les choses dans un sens qui soit waouh. Et donc, le problème maintenant, et c'est là où je suis pas tout à fait sur la même ligne que Ruth Elkrief, le problème maintenant est de savoir s'il va savoir trouver le bon équilibre vis-à-vis de la droite, mais surtout vis-à-vis de la gauche, pour avoir au minimum l'abstention de tous ceux qui sont ses opposants. Et justement, il y a cette question de la méthode dont il veut parler tout à l'heure. Oui, mais trouve le dosage. Pour cela, il va devoir faire des choix qui sont des choix qui engagent l'avenir du pays, par exemple sur le budget, par exemple sur la dépense publique, par exemple sur les impôts. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il pense là-dessus. On ne l'a pas vu dans ces années d'exercice de ses fonctions ministérielles. Est-ce que ça n'est pas un avantage, sachant que il peut avancer un peu masqué pour l'instant, il ne s'est pas dévoilé. Et d'ailleurs, le fait qu'il choisisse de se prononcer au moment de la passation avec François Bayrou tout à l'heure sur la question de la méthode, la façon dont il va travailler, est-ce que ça ne laisse pas quelques ouvertures? Oui, il y a un petit côté, une page blanche, une page vierge qui s'ouvre avec effectivement une personnalité dont on dit qu'il peut parler à tout le monde, qui n'a aucun contentieux officiel, entre guillemets, ou connu. Je pense qu'effectivement, vis-à-vis de la gauche, il doit trouver à la fois un trophée et à la fois suffisamment de crédibilité pour ne pas perdre les Républicains et globalement une opinion publique française majoritairement à droite, selon moi. Donc là, il y a effectivement une habileté particulière, des concessions qui seront à attendre par rapport au budget, tel à la copie de François Bayrou. Mais n'oubliez pas que c'est le ministre des Armées qui a demandé, avec Emmanuel Macron évidemment, et d'abord, une augmentation très nette de la loi de programmation militaire. Donc déjà, il avait obtenu la loi de programmation militaire, et en plus, elle a été augmentée de 3 milliards cette année, 3 milliards et demi l'année prochaine. Mais on lui demande maintenant de faire exactement l'inverse. Exactement. Et donc on va voir comment il se comporte. Je pense que ce qui va nous animer et peut-être animer nos débats pendant les semaines et peut-être les mois à venir, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'il faut renoncer à ce que François Bayrou, avec toutes les imperfections que ça pouvait comporter, a construit comme projet budgétaire. On sait que pour répondre à l'exigence d'une trajectoire budgétaire qui nous amène à peu près à 3% de déficit, et encore 3% de déficit, pas l'équilibre, 3% de déficit en 2029, il fallait faire environ 40-44 milliards, disons entre 35 et 45 milliards d'euros d'économie. ChatGPT n'est pas de cette... Mais ChatGPT, comme vous l'avez noté tout à l'heure, ChatGPT lit la presse, bien et sûr. Comme la presse n'est pas toujours d'accord avec ce que disait François Bayrou, on l'a vu évidemment, ChatGPT répète un petit peu comme un perroquet en l'organisant de façon intelligente. Je reviens à ce que je disais, il va devoir faire des choix. Et il va entraîner pour des années le destin de la France. S'il cède trop au PS en pensant pouvoir sauver son poste et celui des députés qui le soutiendront, alors on rentrera dans une crise financière et budgétaire, une crise fiscale d'ailleurs, très importante. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que là, il va falloir trouver le bon équilibre. Il ne faut pas ni trop céder, ni revenir à l'instabilité. Donc c'est quelque chose qui est assez subtil à trouver, compliqué. On a vu les réactions assez dures hier soir. Sans doute, c'est une forme de position de négociation de la part de la gauche avant de demander des concessions assez fortes et visibles. Mais l'objectif, effectivement, c'est de ne pas sortir d'une trajectoire qui reste crédible vis-à-vis des investisseurs et de la Commission européenne et vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà, être cohérent, ne pas être un pays aussi surendetté, quoi, tout simplement. On verra ça dans les prochains jours. Défile sur les chaînes d'infos le rituel désormais des manifestations à la française, c'est-à-dire une lasagne avec du syndicat, des non-encartés, des mouvements spontanés d'Internet, et puis ensuite il y a la couche des Black Blocs et des gauchistes violents, et puis ensuite la couche de ceux qui vont piller, évidemment, et qui, eux, n'ont pas d'opinion politique. Ça vous inspire quoi, cette espèce de redite, de disque rayé permanent? Alors on va attendre de voir exactement. On va attendre de voir exactement le déroulement de la journée, parce que pour le moment, il y a cette tentative, elle est clairsemée,
mais elle est relativement maîtrisée, je dis, à cette heure-ci, il est 8h52. Nicolas Bétou, pour terminer. Il faut essayer de comprendre d'où viennent ces gens. Et on sait maintenant que 69% d'entre eux, ceux qui étaient dans les boucles Telegram qui ont organisé les opérations, 69% votaient Mélenchon, 10% votaient Poutou, et 8% pour un autre candidat de gauche. Ça veut dire que près de 90% de ceux qui se revendiquent du mouvement Bloquons tout sont des gens qui sont soit à gauche, soit très à gauche, à l'extrême gauche, à l'ultra-gauche peut-être. Et donc ça décrit exactement ce qui va se passer. Probablement des mouvements de blocage anarchistes au sens littéral du mot, probablement des actions violentes sporadiques, et probablement un mouvement qui va, au fond, être presque orthogonal avec ce que pense la France silencieuse. 30% de Bloquons tout, 70% de bordélisons. Si je vous ai bien entendu. Merci Routel Krief, merci Nicolas Bétou. On se sépare avec le pianiste Paul Lecoq. Il a 20 ans, il vient de remporter le concours Clara Aski à Vevey. Il a séduit le jury avec son interprétation magistrale du concerto pour piano numéro 3 de Beethoven. Et tendez l'oreille, Beethoven avait écouté Mozart et s'en inspirait.